Donc, premièrement, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être venu à ma conf. Premier truc, faisant partie de l'équipe d'Orga, je remercie énormément les sponsors, sans qui tout ça, tout cet événement, aucune conf n'aurait pu être faite. Donc, merci beaucoup à eux de nous avoir fait confiance cette année. Qui je suis rapidement? Je m'appelle Nicolas Ploquin, je suis coach Lean et Agile chez Mencare Solutions. J'ai 13 ans d'expérience dans l'IT, j'ai été développeur, j'ai été chef de projet à l'ancienne, entre guillemets, cycle en V, tout ça, à l'arrache surtout, hein, beaucoup à l'arrache. Scrum Master, j'ai découvert un petit peu l'agilité il y a 6 ans avec Frédéric Faure. Voilà, je me suis pris de passion pour ce truc-là et il y a 4 ans, j'ai découvert le Lean avec un coaching particulier qui a duré 2 ans assez intense. Et donc, du coup, j'ai découvert d'autres notions de l'agilité qui me passionnaient déjà pas mal. Et du coup, c'est pour ça que je me suis mis à vouloir faire des conférences et pour partager un petit peu toute cette notion d'agilité que je connaissais et avec ce Lean que j'ai appris, que je voulais partager ici. Alors, pourquoi cette conférence? Cette conférence, elle va être un petit peu particulière parce que j'ai l'habitude de parler de Lean particulièrement. Mais là, je vais aborder un sujet qui est différent, mais pas tant que ça. On va voir pourquoi. Le Lean, donc c'est une démarche, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une démarche d'amélioration continue, donc basée sur la résolution de problèmes. On apprend en résolvant les problèmes. Et dans ma vie privée, dans ma vie de tous les jours, il y a quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est ce qu'on appelle la zététique. Alors zététique, on met plein de trucs derrière. Littéralement, c'est l'art du doute, c'est associé à la pensée critique. On parle de méthode scientifique. En fait, moi, j'aime juste dire que c'est la prise en compte de la méthode avec laquelle on se met des trucs dans la tête. Et donc, finalement, ce que je me suis rendu compte au bout de plusieurs années d'expérimentation du Lean, en fait, c'est qu'il y avait un grand lien, un fort lien qui était lié entre les deux, qui liait les deux, en tout cas les deux pratiques, qui est l'apprentissage. Parce que finalement, le Lean intègre finalement de la science dans ses méthodes d'apprentissage, la zététique aussi, et on a vraiment ce même fonctionnement. Juste parce que je ne peux pas parler de zététique et de pensée critique sans parler de ce monsieur-là, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Hygiène Mentale. N'hésitez surtout pas à y aller, c'est super bien, mangez-en. C'est vraiment sur de la pensée critique et sur de la zététique pure. C'est vraiment top. Voilà, pourquoi ce qui m'a poussé à faire cette conf aussi, c'est un petit truc que j'ai vu dans les journaux là, sur une enquête du Future of Job du Web Economic Forum qui nous disait que les soft skills à posséder pour 2020, c'était la résolution de problèmes complexes et la pensée critique. Je me suis dit, du coup, ça peut intéresser des gens, que je partage mon expérience. Juste pour qu'on cale aussi les choses, hein, pour moi, dans cette conférence, on ne va pas rentrer dans des trucs neuro-linguistiques, je ne sais pas quoi. Apprendre, pour moi, c'est se mettre des trucs dans la tête. Et apprendre à apprendre, c'est comprendre comment on se met des trucs dans la tête. Voilà, tout simplement. On va s'arrêter là sur une définition très claire et très simple. J'essaierai dans cette conférence de lier un petit peu les deux, l'expérience de la zététique et l'expérience du Lean, et d'essayer de montrer aussi ce qui nous empêche de nous faire rentrer des trucs dans la tête ou ce qui nous fait rentrer des trucs un peu trop vite dans notre tête. Parce que ça arrive aussi. Le premier sujet que je voulais aborder, c'est ce qu'on appelle le bon sens. Un terme qu'on adore en zététique. Le bon sens, c'est quoi? Donc, je vais l'illustrer par un petit exemple tout simple, c'est que vous êtes une association humanitaire et vous souhaitez apporter un peu plus de santé, développer la santé dans les pays pauvres. Et donc, l'idée, c'est que vous devez avoir des choix parce que vous n'avez pas infiniment d'argent, vous avez un petit peu d'argent et vous avez des choix entre construire un hôpital. Vous avez le choix entre envoyer des médecins et envoyer des vaccins, par exemple. Ça paraît un peu logique. On a des choses, on veut agir sur la santé, donc on va pouvoir investir dans différents éléments. Par exemple, si vous êtes une association qui veut développer l'éducation dans ces mêmes pays, vous allez pouvoir investir dans
potentiellement envoyer plus de profs, construire des écoles ou envoyer des cahiers d'écrits. Et donc l'idée de ces associations-là, ça va être de se poser la question comment je fais pour investir sur le truc le plus efficace, quoi. Et bien pour investir sur le truc le plus efficace, l'avantage c'est que ça existe déjà. Il y a des gens qui se sont penchés sérieusement sur la question. C'est un mouvement qui s'appelle l'altruisme efficace et qui utilise la méthode scientifique pour savoir et pour expérimenter des choses et pour observer ce qui se passe quand on fait telle ou telle chose. Et on a des vrais résultats tangibles, mesurables, scientifiques, qui ont apporté des réponses à ce genre de questions. C'est-à-dire que si vous avez 100 € à mettre dans l'éducation dans les pays pauvres, il faut les mettre où? Et ben, la meilleure réponse, toutes les études montrent qu'il faut envoyer des vaccins. Parce que ce qui empêche l'éducation de se développer dans les pays comme ça, a priori, c'est quand même la santé. C'est la santé qui empêche les familles d'aller à l'école et d'avoir de la bonne éducation. Donc là, déjà, on a un truc qui n'est pas forcément, c'est pas là où on irait dès le début, quoi. Deuxièmement, je parle de l'environnement. Vous êtes une association. Troisièmement, une association qui veut lutter pour l'environnement. Et donc, bah, pareil, où est-ce qu'on va mettre de l'argent? Eh bien, il y a une étude qui montre qu'en fait, c'est un peu bizarre, mais ce qu'on veut, ce qui a le plus d'impact sur l'environnement, finalement, c'est la population. Et ce qu'on se dit, c'est que, alors, entre guillemets, faire un enfant, c'est ça qui, c'est finalement ce qui pollue le plus. Et il y a plein d'études qui prouvent que dans les pays pauvres, si les femmes sont éduquées et si on permet leur émancipation, elles reprennent le contrôle des naissances, de leur naissance. Elles font un peu plus ce qu'elles veulent, du coup, elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent. Et quand on leur donne le droit de faire ce qu'elles veulent, elles prennent la plupart du temps le choix de faire moins d'enfants. Et donc, c'est contre-intuitif, mais il est fort probable que pour lutter contre l'environnement, il faut aussi envoyer des vaccins. C'est un petit peu contre-intuitif, mais la question que, là on le voit, hein, c'est des observations, c'est scientifique, c'est expérimental. Ils ont fait des expérimentations, ils ont fait des observations, ils ont prouvé que c'était le meilleur. Par contre, pour une association qui vise l'écologie, si vous êtes président de cette association, je vous laisse aller voir les donateurs pour les convaincre qu'il faut envoyer des vaccins. Donc le premier truc, moi, ce qui se passe, c'est quand j'entends c'est du bon sens, c'est évident. En fait, pour moi, c'est un gros warning, en fait. Le bon sens, l'évident n'existe pas. Il y a très, très souvent des choses cachées derrière. Quand on creuse et quand on parle avec des gens qui font des recherches pendant des années sur des trucs, quand on creuse, on voit que c'est infiniment plus compliqué que la simple réponse qu'on apporte. Alors, ça existe, le bon sens, hein. Par exemple, on dit chocolatine, pas au chocolat. Ça, c'est acquis pour tout le monde. Ça existe, le bon sens. Mais pas partout, et rarement, en fait. Je ne vais pas regarder le chat. Donc, le bon sens, en fait, c'est ce qui va nous empêcher d'aller un petit peu plus loin dans l'expérimentation et dans l'observation. En fait, on ne va pas expérimenter, on ne va pas observer, parce que c'est du bon sens, on le sait déjà, en fait. Et c'est comme ça qu'on tombe à côté de certaines choses qui pourtant sont vraies et faciles à reproduire. L'effet Mpemba, ça s'appelle comme ça, c'est si vous mettez de l'eau chaude dans un bac à glaçons et si vous mettez de l'eau froide dans un autre bac à glaçons, si vous les mettez au congélateur, l'eau chaude sera plus vite gelée que l'eau froide. C'est contre-intuitif, c'est pas du bon... Enfin, c'est du bon sens, puisque quand on l'observe, c'est ce qui se passe. Essayez, hein, chez vous, vous pouvez le faire. Hein. C'est ce qui se passe. Donc l'idée, c'est si vous voulez vraiment avoir des glaçons vides, il faut mettre de l'eau chaude. Et ce qui est intéressant, et ce que j'adore dans cet exemple, c'est qu'on entend partout, ouais, mais on est en 2020, on doit avoir des explications, c'est pas normal que la science... Et bien sur un truc aussi simple que ça, la science n'a toujours pas de réponse. Elle a des hypothèses, mais elle n'a toujours pas de réponse. Et ça, c'est important, parce qu'on a beau être en 2020, on a beau être tout ça, on fait des trucs quantiques, on va dans l'espace et tout ça, mais on ne sait toujours pas pourquoi l'eau chaude gèle plus vite que l'eau froide. Et pourtant, c'est un truc que n'importe qui peut faire dès qu'on a un congélateur et des bacs à glaçons. Donc voilà, donc pour moi, la première phrase quand on veut apprendre quelque chose, c'est de se dire que le bon sens, l'évidence, le bon sens n'a pas de sens. Et c'est pour ça qu'on a créé la méthode scientifique. La méthode scientifique, c'est quoi? C'est quand on observe quelque chose, hein, quand on a un problème, une anomalie, on va théoriser ce problème, cette anomalie. Derrière ça, on va utiliser cette théorie pour finalement prédire quelque chose. On va faire une prédiction. Pour valider cette prédiction, on va expérimenter quelque chose. On va créer une expérimentation et on va
On va tester pour voir, confronter cette prédiction à une observation, à une expérimentation. Et derrière, on va voir l'observation. Une fois qu'on aura expérimenté, on aura une observation. Et suite à cette observation, on peut modifier, rejeter la théorie. Et si on l'accepte, on crée ici une hypothèse réfutable, et on crée une hypothèse qui va être vraie jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est un autre sujet. Mais voilà comment fonctionne la science. Et donc, qu'est le Lean dans tout ça? Ce que je disais tout à l'heure, c'est que le Lean, c'est une démarche d'amélioration continue par la résolution de problèmes. Ça veut dire que notre apprentissage, on ne va pas le faire n'importe comment. On va résoudre nos problèmes, et c'est en résolvant les problèmes qu'on va apprendre des choses et qu'on va se mettre des choses dans la tête. Déjà, la première question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'un problème? Alors là, normalement, quand je suis face à plein de monde, je peux toujours poser la question. Il y a toujours plein de trucs. Ce qui est super bien dans ce que j'apprécie dans le Lean, c'est que le problème a une définition hyper claire. Un problème, c'est un écart de performance entre ce qu'on observe, ce qu'on a réalisé et ce qu'observe le client. C'est quelque chose qui a du sens pour le client, c'est vu de la perspective du client, et c'est un écart. Ça veut dire un écart, c'est chiffré. Ça veut dire que ça peut être un temps de réponse, ça peut être un délai de mise en prod, ça peut être un délai de réponse à un ticket, ça peut être des tickets de non-qualité qui sont créés, des bugs, voilà. Ça peut être des éléments, mais c'est factuel. Il y a un nombre, il y a un chiffre. Si on n'arrive pas à le mesurer, c'est un souci, et la manière de le résoudre est tout autre. Mais un problème en ligne, c'est quelque chose de mesurable. Et derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réfléchir à ce problème-là. On va essayer de regarder le code, on va essayer de trouver la cause racine. Alors, tous ensemble, ou par un leadership local, on va essayer de trouver des personnes qui vont être motivées pour essayer de travailler sur ce problème-là. On va essayer de travailler sur la cause racine. On va essayer de trouver une contre-mesure à expérimenter, quelque chose d'assez rapide. Et on va essayer de trouver comment valider ce truc-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement essayer une expérimentation et puis à la fin dire « ouais, ça a l'air d'être bien ». Non, on va vraiment essayer de trouver une mesure à prendre pour valider le fait que ça marche. Comme ça, si ça ne marche pas, on aura un élément qui nous le dira et on se dira bah, « tiens, on a encore des trucs à apprendre ». Donc c'est super intéressant, on a notre contre-mesure à expérimenter et en plus on sait comment on va réussir à valider le fait qu'elle marche ou qu'elle ne marche pas. Et donc le point suivant, c'est bien évidemment l'expérimentation. On va essayer on va essayer notre contre-mesure, on va la mettre en place au sprint suivant, au jour suivant, l'après-midi même. On va avancer comme ça. Ensuite, on va prendre la mesure. On va prendre la mesure, donc on va vérifier c'est quoi les effets de ma contre-mesure, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Et ensuite, donc c'est là qu'on a le dernier élément, c'est le acte. Vous avez bien vu que c'était un PDCA, pour ceux qui connaissent. En fait, on apprend. Le dernier point, c'est on apprend. Ça veut dire que soit ça marche super bien, et dans ces cas-là, on fait rentrer cette contre-mesure, on en apprend des choses pour changer nos pratiques dans nos standards, dans notre process, dans notre DOD, dans notre DOR, peu importe où, mais en tout cas, on change notre manière de travailler par un petit pas, parce qu'on a appris de notre problématique. Soit ça marche, on voit qu'il y a un effet, mais ce n'est pas encore ça. Du coup, on essaye de comprendre pourquoi il y a eu un effet, mais qui n'est pas parfait, et on essaye de relancer une boucle de PDCA pour aller encore plus loin et chercher ce petit écart de performance qu'on obtient encore à la fin. Ou alors, ça ne marche pas du tout, et c'est super bien. Comme je dis, c'est quand ça marche, c'est super bien. Quand ça marche à moyen, c'est super bien. Et quand ça ne marche pas du tout, c'est super bien aussi. Parce qu'en fait, on a appris comment il ne fallait pas le faire. Et c'est super bien parce que ça nous fait quand même un apprentissage. C'est-à-dire qu'on a testé quelque chose, ça ne marche pas, et c'est super. On sait que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Et donc, on fait autre chose. On relance une boucle de PDCA et on trouve une autre contre-mesure parce qu'on s'est clairement planté sur l'origine du problème. Donc ça, vous avez bien compris, c'est ce qu'on appelle le PDCA, le Plan, Do, Check, Act. Moi, le Act, j'aime bien le transformer en apprendre. C'est vraiment la zone où on apprend, on se dit, en fait, ce qu'on a fait, c'est ça. C'est la pensée scientifique et la résolution de problèmes. On est totalement liés, puisqu'on voit que le Plan, on est sur la théorie et sur l'expérimentation, on va parler de contre-mesures. Ensuite, on va expérimenter. J'ai des petits lags des fois parce que je regarde le retour et je vois que le retour est désynchro par rapport à la présentation. C'est pour ça que j'attends des fois, j'ai des petits bugs. Et donc, après, on va faire l'observation et on va en apprendre des choses.
Ce qui est super intéressant et ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que, parce que déjà, bon, comme je suis un peu passionné de science, et du coup, j'aime beaucoup cette définition du problème qui donne un chiffre, qui dit on a un problème et il est mesurable, on a vraiment quelque chose de concret. J'entendais ce matin parler de problèmes de com, etc. Il peut y en avoir, et je ne dis pas qu'il ne faut pas les résoudre, hein, loin de là, mais en tout cas, moi, ce que je dis, c'est que s'il y a un problème de com, c'est pas un truc tangible pour le client. Les problèmes de com, ce sont en fait des solutions à un autre problème qui ont été potentiellement relevés par le client, à mon sens. Et c'est ce que je vois assez souvent. Et c'est pour ça que le fait d'avoir vraiment une définition claire du problème, mesurable et vue de la perspective du client, change vraiment l'alignement de l'équipe sur ce que c'est qu'un problème et comment on va le résoudre. C'est un chiffre, c'est mesurable et c'est tangible. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le Pitchfire, j'avais mis cette citation, hein, sans donner, vous êtes juste des personnes de plus avec une opinion. C'était Deming qui disait ça. Hein. Ouais, parce que les opinions, c'est super bien, on en a tous d'ailleurs, mais c'est justement ce que moi je n'aime pas trop dans les opinions, c'est justement ça. Le problème, on en a tous. Alors je ne sais pas si vous avez vu ça, hein, c'est parisien, je ne vais pas rentrer dans le débat, hein, c'est pas du tout le sujet, hein, mais cette étude du Parisien qui avait été publiée, je crois que c'est en mars ou avril, il demandait aux Français est-ce qu'ils croyaient en l'efficacité de la chloroquine. Et peu importe le oui ou le non, moi ce qui m'étonne là-dedans, c'est qu'il y a 79% des Français qui avaient un avis. Enfin, je ne sais pas vous, hein, mais pour moi ça donne tout. Ce que je veux dire, hein, c'est qu'on a tous une opinion. Tranché, pas tranché, mais on a tous une opinion. Donc l'opinion, c'est bien d'en avoir une, ça peut donner une idée pour partir sur un PDCA, ça peut donner une idée pour résoudre des problèmes, mais si on ne le confronte pas à l'expérimentation et à l'observation, on risque de louper des trucs et de partir dans des mauvais choix où on va se dire « Oh si, c'est bien ». Bah, c'est bien, mais qu'est-ce que ça veut dire que c'est bien? Voilà. Donc, on va essayer de se concentrer sur le factuel. Et d'essayer le plus possible d'avoir des tangibles, des mesures, des faits, des choses qu'on puisse mesurer. Et c'est pour ça, et c'est là que ça va grincer des dents, que dans le Lean, on utilise ce qu'on appelle des KPI, des Key Performance Indicators. Alors, je dis que ça va grincer des dents, pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de faire Je parle souvent de KPI avec des agilistes et ça grince souvent des dents. Et en fait, je ne peux pas vous en vouloir parce que moi-même, la toute première fois que j'ai entendu parler, la toute première fois qu'on m'a demandé d'en mettre en place, lors de mon coaching, je trouvais vraiment ça sale et je ne voulais pas y aller en fait. Hein, les KPI, c'est vraiment quelque chose. Je levais mon droit de veto, je n'avais pas envie d'y aller. Non. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que je me suis rendu compte que si je ne voulais pas y aller, c'est parce que moi-même, j'étais dans une espèce de mindset command and control que je rejetais totalement. Hein, mais en fait, j'étais dans ce mindset. Pourquoi? Parce que je ne voyais pas d'autre façon de l'utiliser que du fait de commander et contrôler les personnes. Sauf qu'en fait, ce n'est pas du tout ça. C'est un outil qui est juste redoutable pour aligner les indicateurs. Et ça, ce jour-là, alors j'ai mis du temps à le comprendre, mais il y a eu un élément déclic qui m'a permis de le comprendre. C'est le jour où j'ai eu justement, il y avait mon coach et j'avais un manager à côté de moi. Et le manager a dit ah ben c'est super, du coup on a les KPI, c'est super bien, on va les mettre dans les objectifs individuels. Et là, mon coach était à côté, il a dit ben, moi je suis coach externe, je peux pas vous dire non, mais sachez qu'on n'appuiera jamais cette démarche. On n'est pas du tout aligné avec cette démarche. Et ensuite, s'est suivi une discussion où le manager ne comprenait pas, parce que pour lui, c'était le seul moyen d'y arriver. Et en réalité, c'était assez... c'est là que j'ai vraiment découvert qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde et qu'il y avait un truc à apprendre de ce côté-là. Et j'ai appris que les KPI, c'était juste un outil juste dingue pour aligner l'équipe. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces KPI? On va mesurer des choses tangibles. On va mesurer des choses tangibles qui ont de la valeur pour le client. Ils sont structurés, c'est tout le temps les mêmes, ils tournent toujours autour des mêmes éléments. Le premier, ça va être bien évidemment la satisfaction du client. On va aller voir le client et on va lui demander ce qu'il pense de notre produit. Alors, ça peut paraître un peu bizarre au début, parce que la première fois que j'ai emmené des développeurs voir le client ou téléphoner au client pour lui demander une note, ça fait un petit peu bizarre. Mais je vous garantis qu'après avoir raccroché le téléphone, ils changent vraiment. Quand ils retournent faire du code, ils ont une autre vision de leur produit en fait. Ils sont parlés à des utilisateurs. Le deuxième point, c'est les délais. On va forcément essayer de maîtriser les délais parce que ce qu'on se dit, c'est que si on veut avoir de la bonne satisfaction client, il va falloir livrer à temps et il va falloir livrer dans des délais raisonnables. S'il y a un ticket qui rentre dans le support,
si on le livre 6 mois après, le client ne va pas être super content. Donc, tous ces délais-là de mise en production, de réponse à un ticket, voilà. Il y a la notion de stock aussi. Plus on a de stock, plus on va avoir des délais longs. Donc, tous ces éléments-là vont rentrer dans le délai. Et ils ont du sens pour le client, bien évidemment. Pas besoin d'expliquer. Donc, ils vont avoir un impact aussi sur la satisfaction du client. Le troisième point qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mesurer, ça va être la production. Alors, la production, ça aussi, hein, on peut se dire que c'est pas bien, c'est sale de mesurer la production. En fait, c'est pas vraiment la production qu'on va le faire, c'est vraiment la production qui est entendue par le Lean. C'est vraiment la production de valeur qu'on crée et c'est la business value en fait, hein, finalement qu'on va créer dans l'agilité. Et ce qu'on se dit dans le Lean, c'est qu'on essaye de créer une espèce de tension entre l'effort que va fournir l'équipe et la valeur que va créer la valeur qu'elle va créer. Et ce qu'on va faire en s'attaquant au gaspillage, c'est d'avoir, avec le même effort, parce que bien évidemment, ce qu'on cherche, hein, c'est l'amélioration continue. L'amélioration, c'est pas améliorer de 30% en travaillant 30 fois plus, de 30% de plus. Ça, c'est pas de l'amélioration, c'est juste j'ai bossé plus. C'est pas ça ce qu'on veut. Hein. Ce qu'on veut, c'est vraiment valoriser, avoir plus de valeur pour le client avec le même effort pour l'équipe. Et donc, c'est ça quand on parle de production. Ce qu'on se dit, c'est que si on arrive à mesurer et à maîtriser la variabilité de notre production, qu'on arrive à avoir une production stable, on arrivera à tenir nos délais et on arrivera à satisfaire notre client. Et le dernier point, c'est le dernier point qui peut potentiellement nous empêcher d'avoir une bonne production, c'est tout ce qui va être qualité. Si on mesure la qualité, qu'on a une bonne qualité, on devrait pouvoir maîtriser notre production, ce qui va nous permettre de maîtriser nos délais et nos stocks, et va nous permettre d'avoir une bonne satisfaction du client. Typiquement là-dedans, ce qui est important, c'est que tous ces KPI-là, ils ont du sens pour le client. Si on parle, j'ai vu des équipes vouloir mesurer les story points. Les story points, c'est pas un KPI. C'est un indicateur qui est très intéressant pour l'équipe, peut-être, parce qu'elle peut se projeter, voilà, mais ça n'a pas de sens pour le KPI. C'est pas parce que vous avez mis du temps et beaucoup d'efforts à créer un ticket, à faire un ticket, qui va forcément apporter plus de valeur pour le client. C'est décorrélé. Et donc, du coup, ça peut être intéressant de le faire, mais ce n'est pas un KPI. Et je ne parle pas des couvertures de code, tout ça, machin, des couvertures de test, tout ça. Voilà. Et ce qu'on va chercher à faire, donc, c'est d'aligner l'équipe. Et le fonctionnement d'une équipe dans le Lean, c'est ça, c'est qu'on va commencer à aligner l'équipe sur les attentes du client, donc sous forme de KPI. Le client, il attend un tel délai, il attend un tel niveau de qualité, on attend à ce qu'il ait une note, à ce que lui ait un avis positif sur le produit. Et donc, on va aligner l'équipe là-dessus. Et puis, finalement, l'équipe, elle va travailler, elle va faire son job. Et en faisant son job, on va avoir des écarts. Bien évidemment, on ne sera pas au top. Mais ce n'est pas grave. L'idée des KPI, c'est juste de mettre des voyants, hein, un peu comme quand vous conduisez votre voiture, vous avez des voyants qui s'ouvrent, qui s'allument, et puis votre voyant va vous dire ah bah tiens, votre voyant ne vous dit pas vous êtes nul, il vous dit tiens, il y a un truc à faire. Je vais regonfler un pneu, aller faire le plein, j'en sais rien, mais il dit juste qu'il y a un truc à faire. Ben là, c'est pareil. On a des KPI, on a des mesures, puis c'est des mesures concrètes, hein, et on a des choses à faire. Et ensuite, une fois qu'on a vu, on agit parce qu'on a des éléments qui sont, alors on dit dans le rouge, mais c'est pas péjoratif, hein, c'est juste qu'on a des éléments qui ne correspondent pas exactement à ce que veut notre client, et du coup, on va agir pour essayer de corriger ça. On va mettre à jour notre standard, on va faire des PDCA, hein, typiquement. Suite à des PDCA, on va mettre à jour notre processus, on va mettre à jour notre standard, on va mettre à jour notre DOD, notre DOR. Et suite à ça, on va s'arrêter, on aura notre façon de travailler pour la nouvelle boucle, et on repart, on comprend notre nouvelle façon de travailler avec nos nouveaux standards et notre nouvelle DOD, DOR, processus, etc. Et on voit ce que ça donne. Et on va regarder, et on va voir les écarts avec les KPI du client, et on va se relancer dans une boucle. Donc, c'est exactement ça, hein, ce qu'on veut faire. L'idée, c'est de toujours partir sur du concret. Et on essaie de toujours partir sur du concret, des chiffres. Et c'est, je pense que finalement, c'est ce que j'aime dans la science, c'est ça. Et ce que j'aime dans le Lean, c'est ça aussi. C'est qu'on est vraiment dans le concret. Je fais un petit retour d'expérience sur une rétrospective que j'ai accompagnée il y a quelques mois maintenant. Où il y avait dans les axes d'amélioration, dans les problèmes, il y avait ça. Donc, il y avait problème de communication, il y avait manque de vision, il y avait l'équipe X mais jamais dispo, où on n'est pas assez nombreux. Et on voit derrière, il y a eu plein de discussions sur qui fait quoi, alors ça, on peut rien faire, nanana. Puis, alors, c'est intéressant ces trucs-là, hein, parce que c'est un ressenti de l'équipe, donc je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, tout ça, je ne dis pas que ça ne nous intéresse pas. Hein. C'est juste que pour moi, ce n'est pas clair. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème pour le client qu'on manque de vision? Alors, certainement, mais ça se traduit comment?
Ça se traduit par un manque de qualité, ça se traduit par une insatisfaction du client, ça se traduit un manque de production, de la perte de temps, enfin, du gaspillage. Ça fait quoi pour un délai? Qu'est-ce que ça fait pour le client? En fait, là, on confond assez facilement finalement le problème et la solution. Là où l'équipe voit des problèmes, moi je vois des potentielles solutions à un problème qui impacte le client. Et souvent, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est que finalement, une fois qu'on a trouvé quelques idées, quelques idées d'amélioration, on va mettre l'idée d'amélioration dans un fichier Excel avec un statut en cours. Et puis souvent, c'est terminé quand la ligne elle est trop vieille, ça faisait trop longtemps. Et du coup, soit elle est obsolète, soit elle est trop vieille. Et voilà. Alors, je dis ça un petit peu avec ironie. Hein. Il y en a qui se font quand même. Hein. Mais en fait, ce qui est intéressant dans le Lean, c'est comme notre vision, elle est très très claire. On a un KPI. Ce que j'ai fait, c'est que je regarde le burn-up de l'équipe. Alors, c'est pas celui-là, hein, je l'ai redessiné, mais 35, il est vrai, mais c'est pas celui-là. On regarde le burn-up de l'équipe. Et en fait, je leur dis, mais vous êtes où dans votre... Est-ce que vous atteignez tous les KPI? Est-ce que tous les KPI sont bons? Et puis là, ils me disent, non, le KPI, le burn-up, c'est un burn-up. C'est le burn-up value, c'est la production. Hein. Donc, on a 35 points d'écart. Je dis, 35, c'est génial. 35, on a un chiffre. 35, on a un problème. Et 35, ça touche le client. Parce que typiquement, c'est un problème, c'est un manque de production. Un manque de production qui va nous amener potentiellement à un retard de délai et donc à une insatisfaction, si on remonte les KPI. Et donc, l'idée c'est pour ça que je mets l'image là, c'est vraiment l'équipe, elle va être alignée instantanément. Quand on va se dire, on a un problème, c'est 35, l'équipe, elle va se dire, on a 35, il faut dépiler 35 points, quoi, les gars. Et donc, c'est super bien. Et là, l'équipe, elle est face à son tableau et pas besoin d'ateliers super longs, ils sont directement mis à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors, au début, voilà, on a directement vu ça, on a dit, oh, management visuel, gros goulot d'estranglement. Goulot d'estranglement sur l'équipe sur la partie test. Et on se dit, bon, là, il y a typiquement un problème. Quand on faisait la somme de tous les points, on était à 49. Donc, on imagine bien que si on était sur dépilé, le 35, il serait passé, quoi. Donc, problème, un problème de flux. Problème de flux, en plus, assez important parce que c'est la dernière étape. Ça veut dire que c'est juste l'étape avant d'aller déposer ça chez le client. On est à la fin, on a fait tout le boulot, on a fait la compréhension de la user story, la rédaction, on l'a développé, on l'a TUifié, on a fait une grosse partie du travail, et puis ça bloque à la fin, quoi. Et donc là, l'équipe s'est alignée, on a fait ce qu'on appelle un Pareto, donc là aussi, on est très tangible, on est très factuel. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les tickets, on essaie de trouver la cause de chacun des tickets, et on les classe par cause, par grande cause. Là, vous avez un Pareto à gauche, c'est un Pareto qui vient d'en haut. Hein, les causes sont en haut, sont écrites en haut. Et puis, en rouge, on pose les causes, les tickets qui ont cette cause-là en ligne. Donc, on voit que là, clairement, la cause à gauche est la plus importante, et la troisième aussi. Et à droite, c'est un Pareto, ils ont voulu le faire à l'envers, enfin, pas à l'envers, dans l'autre sens, parce qu'il n'y a pas de sens. Hein. On peut même le faire en horizontal. Donc, on a mis les causes en bas. Et ces causes-là, on va mettre les tickets dedans. Et donc, on voit un histogramme qui se monte. Et ce qu'on se dit, c'est si on veut essayer de ne pas traiter tous les tickets et pas passer notre vie à faire ça, parce que ce qu'on veut, c'est essayer de faire des petits pas par des petits pas, et tout simplement, on va essayer de regarder notre cause principale, la cause qui nous fait le plus mal, la cause aussi qui est le plus actionnable, hein, qui est plus dans les mains de l'équipe, pourquoi pas. Et on va travailler sur cette cause-là. On a fait ça avec eux. Ce qui s'est passé avec eux, c'est que voilà, on avait ce retour-là. Hein, je suis transparent, je vous partage. On avait 12 tickets qui étaient bloqués pour test d'acceptation insuffisant. On avait 9 tickets qui étaient bloqués parce que l'US était incomplète. On avait 5 tickets environnement de test pas à jour, etc. etc. C'est des trucs qui peuvent vous parler. Hein, c'est des trucs assez bateaux. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a mis en place un KPI de stock. Un gros stock, gros KPI. Donc, on a mis un KPI de stock, parce que le stock, c'est du délai. Hein. On imagine bien que dans un flux, plus on a de stock, plus on va se prendre du délai et on va mettre du temps à répondre enfin, notre ticket va mettre du temps à traverser notre flux et donc, le client va être potentiellement insatisfait par le fait qu'on mette 6 mois à répondre à un ticket. Et donc, on a mis un KPI. Alors, je ne l'ai pas retrouvé tout au début, je l'ai retrouvé qu'au mois de juin. À gauche, vous avez les 3 mois précédents, donc mars, avril, mai. À droite, vous avez tous les jours de juin, parce que le KPI, il se mesure jour après jour.
Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que quand on a fait ça, l'équipe, elle était totalement alignée. Et on le voit bien sur le KPI parce que tous les jours, il y en a un peu qui partaient. Et ce qui était marrant, c'est que le matin, le stand-up, mais il avait une forme complètement différente. Là où avant, on était plutôt tendance à dire « Bah oui, mais moi le matin, moi hier j'ai fait ça, aujourd'hui je fais ça, et puis j'ai pas trop de problèmes ». Là, le KPI était complètement différent. Bon les gars, on est à 30 là, il faut qu'on descende, il faut qu'il y en ait un qui prenne un ou deux tickets, là on fait quoi? Et bah pouf, il y en a deux qui ont pris des tickets, et puis on s'organise, puis moi je peux bien celui-là, mais celui-là je suis un peu bloqué, ah bah attends, moi je vais t'aider, je connais bien ce truc-là. Enfin, et là c'était vraiment de l'organisation. Et tout seul, juste avec un KPI. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont partis de 75, alors là il y a 64 parce que c'est 64, c'était la fin du mois, hein. Ils sont partis avec 75 tickets en stock, et en 5 mois, on est arrivé à 5 tickets, donc on a divisé par plus 15, 16. Bref, ils sont passés de 75 à 5 tickets juste en voyant les problèmes et en s'organisant le matin. Donc, encore une fois, c'est tangible. Hein. Et, alors, ça ne s'est pas fait tout seul. Hein. Ils ont changé beaucoup de choses dans la manière de faire. Il y a même des mecs au dev qui ont fait des tests. Alors, sous condition, hein, la personne des tests leur donnait des cas, etc. à tester. Et elle se disait que voilà, ce n'était pas la peine de retester un truc qu'elle avait déjà testé, sur lequel elle avait fait un retour. Donc, la personne corrigeait, refaisait. Donc, ils se sont vraiment organisés. Ils ont changé leur façon de faire. Et ils ont vu que ça marchait. Et pourquoi ils ont vu que ça marchait? Pas juste parce que c'était cool. Ça marchait parce qu'ils ont killé leur stock. Et ce KPI a été enlevé et on a simplement remplacé ce KPI par une limite de width de 5, ce qui fait que après, ils ont continué à travailler comme ça. Et donc, ils ont appris beaucoup de choses. Et moi, il y a un truc que j'aime bien dans ces expérimentations, c'est parce qu'on part du problème, on expérimente des choses, parce que là, vous avez vu le truc tomber, mais comme je vous disais, ils ont testé des choses, ils ont changé vraiment leur façon de faire, ils ont challengé vraiment leur façon de faire, et ils ont vraiment travailler sur leur process, leur manière de travailler avec le test, voilà. Et en fait, ils avaient une histoire à raconter. Et ça, moi, c'est toujours ce que j'essaie de faire. C'est pour ça que dans la partie du PDCA, le A, je l'appelle le apprendre. Et j'essaie toujours de formaliser ce apprendre par en fait, qu'est-ce que vous faisiez avant? En fait, qu'est-ce que vous avez appris? Et ils racontent une histoire là. Et là, ils ont beaucoup à apprendre. Ils ont beaucoup à raconter. Et je vous mets juste ça juste pour que vous ayez un petit esprit, vu que je vous ai expliqué comment ça s'est passé, juste un esprit critique sur le fait que, imaginez cette même solution où un consultant arrive et puis leur dise « Tiens, travaillez mieux ensemble là. Allez, salut !» Imaginez l'appropriation des nouvelles pratiques qu'ils ont mis en place s'ils avaient juste eu ce retour-là d'un consultant qui arrive. Là, ils ont vu, ils ont testé, ils ont mesuré, ils ont vu leur KPI qui est tombé et ils étaient super contents. Enfin, clairement, ils étaient contents. Voilà. Pour essayer de faire aller un petit peu plus loin dans le lean, juste une vision un peu, alors ça je la partage, c'est une slide qui sort un petit peu du reste, mais c'est une réflexion que j'ai eue l'autre jour quand je revoyais des trucs de la maison Toyota. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la maison, c'est la maison Toyota, on a en haut ce qu'il faut réussir, les deux piliers de ce qui va soutenir ce qu'on veut réussir, et en dessous toutes les fondations du Toyota. Donc, il y a plein de notions derrière, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le but. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est que finalement, quand on regarde un peu, toute la satisfaction client, c'est pourquoi on a besoin de s'améliorer, pourquoi on a besoin d'apprendre des trucs dans notre travail. Tout ce qui va être just in time, qui est finalement l'amélioration du flux de production, et le JDOKA, qui est le fait de faire bon du premier coup, améliorer la qualité de manière générale. En fait, ça va être le quoi, sur quoi on va devoir s'améliorer. Et sur les fondations, on va avoir le comment. Donc finalement, c'est une maison d'apprentissage, parce que dans le comment, on va avoir le standard, on va avoir la stabilité du système, on va avoir les notions de management, de Toyota Way. Et donc, en fait, on va avoir le comment s'améliore. Et donc, finalement, c'est une maison d'apprentissage. On apprend, pourquoi on apprend, sur quoi on va apprendre, et surtout, comment on fait pour apprendre. Voilà. Donc, les chiffres, pour moi, quand on veut apprendre quelque chose, mais vraiment apprendre les bonnes choses, hein, sinon apprendre des trucs, on peut tous apprendre des trucs, mais apprendre les bonnes choses, si on veut mettre les meilleures chances dans son camp pour se dire qu'on apprend les bonnes choses et on apprend des trucs, en tout cas le plus vrai possible, les chiffres sont pour moi nécessaires. Après, est-ce qu'ils sont suffisants? Alors, pour moi, non. Et je vais juste illustrer ça par un truc qu'on a vu passer il n'y a pas très longtemps, avec les histoires des masques et puis des mailles, là, les mailles des masques, tout ça, là,
En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y en a qui ont mesuré, ils ont trouvé sur Internet que le virus du coronavirus, il fait 100 nanomètres d'épaisseur. Et les mailles d'un masque, ça fait 3000 nanomètres. Donc, 30 fois plus gros. Donc, ils se disent, bah, ça sert à rien les masques, du coup, le truc, il passe au travers. Et donc, les chiffres sont factuellement vrais. Ils ont raison. Sauf que une molécule d'eau, c'est 0,34 nanomètres. Donc, c'est 300 fois plus petit que le virus. Donc, c'est vraiment tout petit. Et si vous faites couler de l'eau sur un masque, le masque, il est étanche. C'est vachement chelou, ça. Et donc, en fait, les chiffres, ça dit plein de trucs, mais en fait, ça résiste jamais à l'expérimentation et à l'observation. Ce qui s'est passé, moi, quand j'ai lu ça la première fois, j'ai dit putain, c'est vrai, hein, c'est quand même... le 100, le 3000, on vérifie, les chiffres sont bons. Ouais, c'est bizarre quand même, comment ça peut faire? Puis après, et du coup, c'était une occasion d'apprendre. On avait le début, j'ai cherché une molécule d'eau, 0,34, j'ai dit, oh, c'est bizarre, parce que quand même, je savais qu'une molécule d'eau, c'était pas bien grand, je voulais comparer quand même avec ça. Et en fait, après, ça a été le début, et après, j'ai appris plein de trucs sur la physique, sur l'interaction nucléaire, tout ça, machin, mais peu importe. En fait, ce qui est bien, c'est en expérimentant quelque chose et en observant quelque chose, on se rend compte que la base, on n'a pas le bon truc. Donc, on a quelque chose à apprendre. Donc, on va chercher et on trouve des choses à apprendre et on apprend des trucs. Super intéressant, d'ailleurs. Donc, non, c'est pas suffisant. Je vous laisse réfléchir à ça. Hein. Quand on dit que le pair programming, c'est 2 personnes sur un seul ordinateur, c'est donc un développement qui coûte 2 fois plus cher. Je vous laisse réfléchir à ça. Hein. C'est... quels sont les éléments mesurables qui permettraient de sortir de ce paradigme, ou pas d'ailleurs. En expérimentant, qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait que même nous, on est sûr que ça marche mieux? Moi, je suis assez convaincu que ça marche mieux, mais qu'est-ce qui fait que je suis convaincu que ça marche mieux? Alors là, juste un petit truc, je vais aller sur... je vais vous demander d'aller sur Menti. C'est pas ça? Non, c'est comme ça. Yep. Ah, voilà. Je vais vous demander d'aller sur Menti, d'aller sur menti.com. Et sur menti.com, vous allez taper le code qui est affiché là sur l'écran, 54 36 97 9. Pardon. Yes. La première fois que je fais ça, j'espère que ça va bien marcher. Hein. Voilà. Et puis vous répondez à cette question. Quand vous êtes dessus, vous répondez à la question. Alors, dans le monde, combien d'années ont passé à l'école les femmes âgées aujourd'hui de 30 ans? Sachant que les hommes y ont passé en moyenne 8 ans. Hein, je vous laisse répondre. Dans le monde, combien d'années ont passé à l'école les femmes âgées d'aujourd'hui 30 ans, sachant que les hommes y ont passé en moyenne 8 ans? Je vous laisse répondre, je vois que ça monte encore. Et on va afficher les résultats. Non, on ne va pas faire ça. On va afficher les résultats avant. Yes! On voit les résultats et ça marche. OK. Réponse. Non, pas réponse. Non, pas réponse. Hop. Je clôture. Il y a d'autres questions derrière, ne vous inquiétez pas. Presenter to show correct. Ben voilà. Ah, show correct. 7 ans. En vrai, dans le monde, les femmes ont passé 7 ans, de moins de 30 ans aujourd'hui, ont passé 7 ans à l'école. Alors, moi, j'ai été voir... alors ça, c'est tiré d'une conf, je vous la donnerai après, qui est super intéressante. Et ce gars-là, dans la conf, il dit moi, vous savez, j'ai été voir des chimpanzés au zoo, et en fait, ils avaient plus raison que vous. Ils ont mis 33. Et les chimpanzés, ils mettent 33 partout. Allez, deuxième question. C'est une question, paf. Hop là. Moi, je vais laisser le show result. Tiens. Non, voting close, il ne faut pas que je mette voting. Tac, allez-y. Donc, le code n'a pas changé. Normalement, vous devriez avoir l'autre question qui est apparue. Et je vous laisse voter. Dans le monde,
ce dernier siècle, comment a évolué le nombre de morts par an dans les catastrophes naturelles? Comment a évolué le nombre de morts par an dans les catastrophes naturelles? Est-ce que c'est plus du double? Est-ce qu'on a eu plus que 2 fois plus de morts dans les catastrophes naturelles? Est-ce que c'est resté plutôt constant? Ou est-ce que c'est moins de la moitié? Je veux dire que vous êtes très bon quand même. Non mais c'est vrai. C'est vrai, vous êtes très bon. Cool. Super. Donc j'ai clôturé le vote. Et la réponse était « Oh merde! Vous avez encore fait moins bien que les chimpanzés. » Oh, cool. Bon. Allez, on va changer de question. Alors, petite subtilité, là on change de question, mais on change aussi de code. Donc rafraîchissez, retournez sur menti.com. Dans l'URL, là, enlevez ce qu'il y a derrière menti.com. Retournez sur menti.com et changez de code. Le code, on va utiliser le 86 36 61 5. C'est le dernier, promis. Quoique si on a le temps, on fera peut-être une rétro. Donc 86 36 61 5. Est-ce que le vote est ouvert? Oui, le vote est ouvert. Et je show les résultats. Et donc, vous allez répondre à la question, dans le monde, ces 20 dernières années, comment a évolué le nombre de personnes vivant sous le seuil d'extrême pauvreté, d'après les ONG, d'après les critères des ONG. Non, je ne veux pas que les trucs soient hidden, je veux les montrer. Voilà. Dans le monde, ces 20 dernières années, comment a évolué le nombre de personnes vivant sous le seuil d'extrême pauvreté? Allez, tac, je clôture les votes et je montre la réponse. Encore une fois, vous faites encore moins bien que les chimpanzés. Les chimpanzés étaient encore à 33 parce qu'ils tapent un peu aléatoirement. Donc eux, ils sont tout le temps à 33. Et ils ont une vraie connaissance vraiment super approfondie du monde des humains. Enfin, il faut croire, parce que sur 3 questions sur 3, ils font mieux. Allez, dernière question. Dans le monde, quel est le pourcentage des enfants de 1 an qui ont été vaccinés contre la rougeole? Ouais, c'est à peu près ça. Ok. Bravo! Vous avez fait mieux que les chimpanzés. C'est bien. Alors, du coup, attends, il faut que je retrouve mon partage. Comment ça se fait que j'ai plus mon partage? Yes. Ah, il faut que j'aille tout là-haut. Pardon, excusez-moi, je suis en train de passer d'un truc à l'autre. Donc, en fait, on se rend compte que même ce qu'on croit savoir, parce qu'on l'a vu, parce qu'on l'a lu, eh ben, c'est pas forcément la vérité. Et ça, donc ça vient, je vous ai dit que je vous donnerai la référence, ça vient d'un talk qui s'appelle, d'un talk TEDx de Hans et Ola Rosling, qui s'appelle « Comment ne pas être ignorant sur le monde ». Donc, vous pouvez essayer d'aller le voir, c'est assez intéressant. Et ce que je veux montrer là-dedans, c'est même quand on croit quelque chose, parce qu'on l'a vu, hein, parce que là, bon, c'est les médias, là pour le coup, on rentre dans la zététique, mais c'est comment ça se fait qu'on sait ça? Parce que les médias nous montrent des choses, et ce que nous montrent les choses, ça reste des cas exceptionnels. Hein, ils ne vont pas nous montrer qu'une famille lambda qui vit sa vie normalement.
c'est que quand il parle de... Quand il parle de pauvreté, ça va passer à la télé, c'est ce qu'on va imprimer en fait. Sauf que ça ne reflète pas la réalité. Ça reflète pas la réalité du monde. Moi, j'ai un exemple super intéressant là-dessus, où en fait, j'avais accompagné une équipe dans une satisfaction client, donc on devait téléphoner au client, et le client, il nous a dit, avant de l'appeler, le développeur, il m'a dit, mais on sait très bien en fait que le client, il n'est pas content, enfin, ça marche pas chez lui, il y a plein de bugs, l'application, on l'a livrée en retard, je savais que ça n'allait pas marcher, et on a appelé le client, et je vous le donne en mille. Bon, il n'était pas super content, mais il nous a dit, ouais, le problème, c'est votre doc, quoi. On ne retrouve pas ce qu'il y a dans votre livrable. En fait, ce qui l'irritait le plus, c'est la doc. Alors, on sait que l'application, tout ce machin, et on sait que c'est ça qui... Ouais, confronté à la réalité, quand on appelle au téléphone le client, c'était juste la doc. Et la doc, on lui a refait la doc, il était super content. Alors, il avait d'autres trucs, il y avait des bugs qu'il fallait corriger, mais c'est step 2. Quand on corrige le premier problème, le deuxième a une promotion. Et là, le premier problème, c'est un problème de doc. Et c'est super actionnable, c'est super vite fait, c'est super vite. Voilà. Donc la théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne, ça fait le lien avec ce qu'on vient de voir. C'est pour ça que je passe vite fait parce qu'il ne me reste plus non plus beaucoup de temps, mais on est beaucoup sur le management visuel. On va vraiment essayer de mettre le management visuel pour rendre les processus les plus visuels et les plus intuitifs possibles. Ce qu'on se dit, c'est que la vision, on peut se reposer dessus, elle est fiable, elle est rapide. La mémoire, c'est un petit peu moins fiable. Et pour avoir une bonne réflexion, il faut qu'elle soit lente et en plus, c'est risqué. Et ce qu'on se dit, c'est qu'un bon management visuel, c'est qu'on va avoir les conditions d'une bonne collaboration où l'équipe va être face à la situation. Et grâce à ça, on va éclaircir les problèmes, on va éclaircir les processus qui vont permettre d'avoir de bonnes réflexions pour corriger les bons problèmes. Aussi le Gemba super intéressant quand on a un manager, le manager qui sait tout, qui est dans son bureau. Le manager, il a beaucoup de connaissances. Le truc, c'est qu'il faut toujours aller les confronter. J'espère que vous avez bien compris avec tous les exemples que je vous ai montrés, qu'il faut toujours essayer de confronter ce qu'on sait, ce qu'on croit savoir, et même ce qu'on sait. Il faut toujours aller les confronter sur le terrain. Et là, le Gemba, c'est super intéressant. Là, vous avez un manager, vous avez Yann, vous avez Arnaud. C'était Noël dernier, il y a encore les décorations, c'est pour ça qu'il n'y a pas de masque. Je le précise en cas où. Mais Yann va voir Arnaud et va parler avec lui, va lui poser des questions pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et pour essayer potentiellement de l'aider parce qu'il y a des choses qui ne sont pas potentiellement dans sa main. Notre cerveau est notre allié le plus fiable. C'est vrai ou pas? Là, je change de sujet, je fais vite parce que... Mais je ne veux pas trop vous casser le moral, mais parce que c'est vrai que tout ce qu'on sait, j'ai montré, pour moi, c'est pas forcément bien. Tout ce qu'on croit savoir, c'est à remettre avec de l'observation et de l'expérimentation. Et est-ce que notre cerveau est fiable? Bon, vous avez tendance à dire que non, forcément. Là, je vous montre un exemple qui est assez connu. Essayez de regarder à gauche. La danseuse à gauche, là, vous allez la voir tourner de gauche à droite. Donc, regarde. Ah ouais, mais ceux qui sont en ligne, mince. J'ai pas pensé à ça, tiens. Bon, mince, tant pis. Vous essayez de retrouver ça alors sur Internet. Malheureusement, je peux pas faire mieux. Du coup, on va passer. Tant pis, j'avais pas pensé à ça. Et c'est de ma faute. Ce que je voulais montrer là, c'est que c'est une danseuse qu'on voit danser dans les deux sens. Et ce qui est super intéressant, parce que du coup, on le voit danser dans les deux sens, c'est rigolo, c'est un truc pour le cerveau. Mais en fait, ce qui est super intéressant, c'est que j'ai trouvé deux images qui la font visuellement tourner dans les deux sens, mais visuellement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'elle tourne dans l'autre sens. Ce qui fait que quand on se focalise dans un sens et qu'on retourne sur l'image de base, on la voit tourner dans ce sens-là. Et il nous est impossible, notre cerveau, il ne peut pas changer d'avis, quoi. Il est sur un avis, il ne peut pas changer d'avis, il ne peut pas tourner dans l'autre sens. Par contre, si on retourne sur le slide d'avant et qu'on regarde l'autre image, où elle tourne dans l'autre sens, explicitement dans l'autre sens, notre cerveau va switcher, il va se dire, oui, elle tourne dans l'autre sens. Et là, on va retourner sur l'image de base sans les repères, et là, on va la voir tourner dans l'autre sens, avec impossibilité pour notre cerveau de retourner en arrière. Ou alors, très très dur. Ça peut se faire, mais très très dur. Un peu comme changer d'avis. Bref. Il est aussi capable de nous créer des faux souvenirs. Cet exemple-là avec Dark Vador qui n'a jamais dit « Luc, je suis ton père » dans aucun film. La phrase exacte, c'est « Non, je suis ton père ». Avec ce faux souvenir du mec de Monopoly qui aura un monocle alors qu'il n'en a jamais eu sur aucune boîte de jeu, sur aucun livre, il n'a jamais eu de monocle. Les Ewoks n'ont jamais existé, les Ewoks.
Dans aucun des films de Star Wars, on parle d'Ewoks. Les Ewoks, c'est un truc qui a été fait après quand ils ont vendu des figurines ou des trucs comme ça, mais le mot Ewok n'a jamais été prononcé dans aucun Star Wars. Si je vous demande de prendre la position du penseur de Rodin, vous faites comment? Il y a des... il y en a une... Mais non, c'est comme ça. Il y en a un qui a raison. Qui a raison. Oui, souvent, on a l'impression de le voir comme ça. Mais non, en fait, il est comme ça. Il a toujours été comme ça. Personne n'a changé le truc. Pikachu, qui est super beau comme ça, avec sa queue noire. Mais en fait, il n'a jamais eu de queue noire, Pikachu. Et je ne sais pas pourquoi, on est comme ça. On a envie de créer des faux souvenirs. On ne l'a jamais vu comme ça, mais il est quand même comme ça. Et même nos sens nous trompent. On a des effets d'optique, des choses qui trompent notre vision. On n'est même pas capable de voir les choses clairement. On n'est même pas capable de voir des couleurs qui sont exactement les mêmes. Là, on voit B plus clair que A, mais en fait, les deux sont exactement de la même couleur. On n'est pas capable de voir ces lignes qui sont totalement parallèles, mais on ne les voit pas du tout parallèles. On n'est pas capable de voir ce magnifique carré, qui est vraiment un magnifique carré, mais qu'on voit complètement déformé. On n'est pas capable de voir ces lignes qui sont parallèles. On n'est pas capable de les voir parallèles alors qu'elles le sont vraiment. On n'est pas capable de voir ce point de la même taille, ce point orange qui est de la même taille à droite qu'à gauche. Bref, je vais juste terminer par un truc, c'est vrai que voilà, on sait rien, faut croire en rien. Ouais. Faut croire en rien. En fait, la posture dans laquelle il faut essayer de toujours se poster, dans le travail en tout cas, il faut toujours essayer de se poster dans la situation où la seule chose qu'on doit vraiment savoir, c'est qu'on ne sait rien. Dans la zététique, c'est ce qu'on appelle la suspension du jugement. C'est comme ça qu'on va réussir à avoir des vraies conversations avec des gens qui ne pensent pas la même chose que nous. Et c'est pas grave, parce que ça se trouve, c'est nous qui pensons mal. Et en s'ouvrant un petit peu, on arrive à avoir des vraies discussions. Donc c'est la suspension du jugement, et c'est la seule chose qu'on doit savoir, c'est qu'on ne sait rien. Et je vous remercie. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je sais pas. Il y a des questions. Ah oui, parce que je ne voyais pas le truc s'allumer. Il y a des questions. Moi, je peux pas des questions. Alors, la première, la plus... Concernant le KPI production, as-tu déjà mis en place les mesures cumulatives de valeur, l'outcome au lieu de l'output? Peut-on remplacer ce terme production par valeur ajoutée? Alors oui, on peut. Production, c'est... voir le lean vient de Toyota. Hein, donc, on est vraiment dans la production, dans l'usine. On parle de production, mais en réalité, ce qu'on cherche dans la production, c'est à mesurer la valeur ajoutée. C'est vraiment ça. Alors, il y a un petit truc qui change un petit peu, c'est que en réalité, ce qu'on essaye de faire, c'est dans le Kanban aussi, hein, on compte le ticket. On compte vraiment le ticket. Alors, on peut le faire en cumulatif. D'ailleurs, ce que j'ai montré tout à l'heure, c'était un cumulatif. Hein, c'était un burn-up, mais avec des histogrammes. Mais c'est exactement le même modèle qu'un burn-up. Donc, c'est du cumulatif. Mais en fait, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de compter le nombre de tickets. Ce qu'on se dit, c'est que si on essaie de mettre de la business value, alors c'est vrai, ça représente plutôt la vie, mais comment on sait que c'est de la business value? Et comment on sait que ce ticket-là vaut plus cher que l'autre? Est-ce qu'on en est vraiment certain de ce chiffre-là? Et donc, c'est vrai qu'on essaie de ne pas trop l'utiliser, même si dans l'exemple que j'ai montré, on l'a utilisé, mais ce n'est pas forcément le but. Le but, c'est quand même de compter le nombre de tickets. Le ticket, on sait que c'est de la valeur pour le client. Et en plus, comme il a été priorisé, on imagine que c'est bien le ticket le plus important. Et donc, c'est le ticket qui vaut de la valeur pour le client. Comment fait le lien entre nombre de points, Yes. nombre de tickets et la valeur ajoutée des tickets traités? Nombre de points. Alors, le nombre de points, c'est story points. Alors il y a deux façons. Hein. Comme je disais tout à l'heure, j'ai un petit peu répondu avec la première réponse. Hein. On compte plutôt le nombre de tickets. C'est très Kanban, on compte le nombre de tickets. Déjà, ça évite de faire des additions, des trucs comme ça. On compte juste le nombre de tickets et c'est beaucoup plus simple. Parce qu'un ticket, c'est clair et net que c'est de la valeur pour un client. Quand on met des points, on commence à avoir une couche d'abstraction sur laquelle on n'est pas forcément sûr. Mais admettons qu'on est sûr. Les points, si tu parles de story points, j'en ai un petit peu parlé dans la conf, les story points ne sont pas vraiment des points. Enfin, pas des points au point de vue du client. C'est juste un effort qui va permettre à l'équipe de savoir combien se projeter pour savoir ce qu'elle va pouvoir faire cette semaine, ou dans ce sprint, ou dans cette itération de temps, ou dans cette journée même. Ça va lui permettre de se projeter là-dessus, mais ça ne va pas représenter de la valeur du client. Donc, c'est un outil interne à l'équipe
mais ce n'est pas un KPI pour le client. Après, si tu veux essayer de faire un lien entre si jamais l'équipe utilise les points et la business value, ben moi, d'ailleurs, je l'ai fait avec une équipe, qu'on peut jouer les divisions, c'est-à-dire que tu fais ce qui rapporte le plus, qui a le meilleur rapport business point, story point, quoi. Mais bon, c'est quand même commencer à bricoler. Moi, le plus simple, c'est de compter les tickets, c'est ultra rapide, il y a beaucoup moins de gaspillage d'imagination et de création de trucs, voilà, de chiffres qui viennent de nulle part, parfois. Une question. La question suivante posée par un des membres de notre audience ici présente, Jérôme. Comment le Lean adresse les problématiques complexes humaines, entre parenthèses, freins psychologiques, peur, et la démarche scientifique est-elle toujours utilisable? Oui. Alors, la démarche scientifique, oui. Clairement, c'est basé sur une mesure. Après, on ne va pas forcément mesurer les mêmes choses. Mais alors, c'est une grande question parce que le côté, je sais plus comment c'était marqué. Comment tu l'as enlevé, Vincent? En fait, c'est bien-être, bienveillance, etc. Ça, c'est vraiment du rôle du manager. En fait, j'ai une autre compte qui s'appelle « Et si nos managers étaient indispensables », c'est 100% du rôle du manager. C'est-à-dire que si le manager il commence à mettre, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, les KPI dans les objectifs individuels, les KPI vont être verts. Ça, je vous garantis qu'ils vont être verts. Après, est-ce que ça va servir pour le client? On n'en sait rien. Limite, on s'en fout, c'est pas ce qu'on veut en fait. On veut juste qu'il soit vert pour que le mec il ait son augmentation en fait. C'est pas ce qu'on regarde. Voilà. Par contre, quand on le fait avec bienveillance et qu'on essaye vraiment, il y a une image que j'aime bien, c'est le côté marquer un but. En fait, quand on a des KPI, ils sont volontairement challengeants, mais ça veut dire qu'on a une mesure qui permet de marquer un but. Quand on a un KPI qui dit à une équipe de support qu'elle doit sortir 3 tickets par jour, et ben elle arrive le matin au stand-up, elle ne dit pas « moi hier j'ai fait ça, moi, hein. » Elle dit on a 3 tickets, on prend lesquels? Parce qu'ils sont sur leur management visuel, on prend lesquels? Et donc, on essaie de sélectionner des tickets, on doit sortir 3 tickets, comment on fait? Et donc, on s'organise du pair programming, du machin, on se débrouille et on essaie de les sortir. Quand elles n'y arrivent pas, elles vont juste se poser. Alors, forcément, si tu as un manager qui arrive et qui dit « vous êtes nuls, vous êtes pas… » Non, ça ne va pas marcher. Par contre, s'il y a un manager qui arrive et qui dit « vous n'êtes pas arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'on est dans cette situation-là? Qu'est-ce qui vous a empêché de réussir? Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que tu peux me montrer? Parle-moi du problème. » Voilà. Et ça, si c'est fait avec bienveillance, voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que derrière, on peut marquer les buts. Et si tu es à ton objectif de marquer 3 points, tu es super content. Et moi, j'ai des équipes qui ont mis, pour raconter la petite histoire, j'étais avec le chef de projet, j'étais en train de lui parler, je ne sais plus de quoi. Et donc, dans l'équipe, il y a une fille qui se lève et qui change son ticket de place, qui le met à donne. Et là, ils avaient mis juste à côté une petite truc là, qui fait ding là, pour les hôtels. Et elle a fait ding comme ça, et dans le bureau, ils étaient tous « ouais !» Je dis « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et puis en fait, il y a le chef de projet qui m'a expliqué, elle a marqué un ticket, là, du coup, elle a marqué un point, du coup, on va être bon, et c'est super bien. Ils étaient contents d'avoir marqué le but, quoi. Parce qu'on leur a dit, encore une fois, les KPI, c'est fait pour leur donner le droit de réussir quelque chose. On leur donne le droit de réussir une journée. Ils n'en ont pas le devoir, ils en ont le droit, parce qu'ils ont une mesure qui leur… Quand on n'a pas de mesure, on n'a pas le droit de réussir notre journée. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une journée réussie. Ok. Je ne sais pas, il reste 1 minute. S'il y en a une petite, mais une minute. Il y a Thomas qui précise que Pikachu avait le droit de se faire tatouer s'il avait envie. Exactement, exactement. Non, mais il a le droit, exactement. Et une autre question, plutôt, tu verras, je te pose la question, c'est dans ton mindset agile, est-ce que tu n'es pas, frustré de ne pas pouvoir ce soir aller au restaurant comme c'était prévu? Ah oui, si, je suis complètement frustré de ne pas pouvoir aller au restaurant. Qui c'est qui posait cette question? C'était l'équipe. Ah bon, ça va. Voilà. Bon.